bien, oui, Wikipédia, qui était à peu près convenable au départ, est devenu, c'est une descente aux enfers. J'ai renoncé à modifier cette fiche après avoir fait un certain nombre d'essais, avoir fait faire un certain nombre d'essais, parce que j'ai même des amis qui se sont fait interdire de Wikipédia pour avoir essayé de gommer les aspérités trop flagrantes. Et donc, parce que je me dis qu'à l'arrivée, ils me font de la publicité. Parce que être d'extrême, ultra, extrême droite, puisque c'est tout ce qu'ils trouvent à dire, c'était une tare il y a encore quelque temps, mais aujourd'hui, c'est en train de devenir presque une vertu. Voilà, on est obligé de se rendre à l'évidence. Oui, Wikipédia, c'est quelque chose d'épouvantable, mais qui montre bien le vrai visage de ces actions non pas collaborationnistes, mais collaboratives, où si vous tapez un truc sur les musaraignes de Tasmanie, ça sera à peu près correct. Mais si vous entrez dans le vif du sujet et dans la chair tendre, là vous vous rendez compte que c'est plus du tout du même tonneau. Ces gens-là sont des désinformateurs patentés. Il faut comprendre ça. Mais il y a des gens à qui ça fait peur. Ouais. Ah. Mais on peut être content avec les dernières années, le développement soit de l'intelligence artificielle, voire depuis l'acquisition de X, anciennement Twitter, par Elon Musk. Maintenant, on a un nouveau Wikipédia qui s'est développé, le Grokipédia, qui permet de casser les biais idéologiques. Donc, peut-être vous donner l'occasion de vous présenter un peu sur le parcours. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ce Grokipédia, par exemple? Si on enlève le biais idéologique de Wikipédia, je ne sais pas ce que dira Grokipédia, mais je peux vous dire que c'est aussi pour pratiquer des trucs d'accès facile, Gemini et Grok, c'est extrêmement politiquement correct. C'est aussi, dès que vous déviez un peu, il subodore vos intentions, vos questions un peu tendancieuses, et ils vous remettent tout de suite en vous disant non, mais ça c'est une opinion conspirationniste, ça, ceci, cela. Il faut faire très attention à tous ces outils. Hein, c'est quand même l'écume de l'opinion. Ils vous donnent l'écume de l'opinion, puisque c'est tout ce qui circule qui est rassemblé, et ils répondent généralement aussi à l'attente non pas à vos propres attentes, si, ça ils vont le faire. D'ailleurs, je vous signale, pour tout le monde, sur Grok, beaucoup de lacunes, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions. Ce sont des outils et rien d'autre. Et il faut les utiliser avec ménagement. Alors, vous voulez que je vous parle de moi Un petit peu, ça va répondre parce qu'il y a auteur essayiste, donc il y a de nombreux ouvrages, il y a eu un parcours de journaliste. Je regarde Arte TV. Et l'autre soir, il passait, ou plutôt je l'ai regardé en rediffusion. Vous savez, je branche mon ordinateur sur la téloche, et j'ai vu un film qui s'appelait La Sirène. Hein. C'est un joli film que je recommande, qui est anti-Mollah, mais très modérément. Ça se passe en 1980-1979, quand la guerre a éclaté entre l'Iran et l'Irak, et ça se situe dans Abadan, Abadan qui est au Khouzistan, c'est-à-dire pour les Anglais c'est l'Arabistan, ce ne sont pas des Iraniens, ce sont des Arabes persophones, la langue persane s'appelant le farsi en fait, la langue persane moderne. Et donc on est dans une ville qui est couverte de bombes, avec la raffinerie qui flambe, et ça m'a rappelé des souvenirs, puisque la première fois et l'unique fois en fait où j'ai visité Abadan, c'était en 1967, au moment de la guerre des 6 jours. Je peux vous dire qu'il faisait très chaud, mais ça m'a rappelé des souvenirs, et parce que l'Orient n'est pas ce que l'on nous en dit dans les médias. Les Persans, comme les Arabes, puisque les Persans ne sont pas des Arabes, sont des Orientaux. Ils sont donc substantiellement différents de nous.
C'était un voyage personnel ou professionnel? En 67, c'était un voyage personnel plutôt. Hmm. J'avais commencé par Bagdad, mais Bagdad, il y avait encore des bombes qui tombaient ici et là. Il n'y avait pas d'étrangers à Bagdad. Donc on m'attrapait dans les boutiques et puis on me mettait, on écrivait, on me mettait avec des épingles sur le touriste français. Il n'y avait pas d'occidentaux. Si, je crois qu'il y avait 2-3 Suisses et encore des ouvriers qui travaillaient dans le pétrole, mais il n'y avait pas d'occidentaux. Et il y avait de temps en temps un caillou qui voltigeait à travers la rue. Ce pourquoi on me mettait la petite étiquette pour qu'il ne m'arrive pas malheur. C'est vrai qu'on voyait il y avait des images à la télévision d'hôpitaux et d'autres bombardés au napalm. C'était pas 1967, c'est juin 67. C'est-à-dire la fameuse guerre, non pas des 12 jours, là, on augmente, c'est la guerre des 6 jours. Oui. Maintenant, on est passé à la guerre des 12 jours, puis à la guerre des 39 jours. Et même la guerre des 3 mois, là. Et maintenant, en fait, on est à la guerre, effectivement, de 80 et quelques, même s'il y a eu une trêve entre-temps. Donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'Orient profond, en m'y immergeant moi-même, dès l'âge de 20 ans. Et ce qui me permet d'avoir un autre regard. Alors je peux vous dire que les Orientaux sont ce qu'ils sont, avec leurs immenses défauts, mais ils ont des qualités aussi qu'on peut leur envier, il faut leur rendre cette justice. Ils ont des qualités humaines qu'on ferait bien de retrouver. Ça serait pas mal, le sens de la famille, c'est... avec les points obscurs qui accompagnent d'ailleurs. Il y a toujours un envers des vertus et un envers des vices. C'est une société plus traditionnelle, simplement? Pardon? C'est une société plus traditionnelle? Oui, enfin, elle est aussi en perdition que nous. On se demande ce qui n'est pas en train de chavirer. Alors, tout ça pour vous dire que je suis passé par l'École nationale des langues orientales vivantes. D'accord. À l'époque, ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, l'ENLOV. Et que j'ai effectué 1 ou 2 missions pour le Musée de l'Homme, dans ces sociétés traditionnelles, dans les monts du Zagros. Entre-temps, en 1968, les événements étant terminés, les trublions étant rentrés à la maison, trublions dont je faisais partie, dont j'ai fait partie, mais avec un côté scientifique, observateur, pas trop participant, un petit peu quand même, parce que quand on a 20 ans, on ne se refait pas, n'est-ce pas? Et puis j'étais parti tout de suite dans les montagnes de l'Azerbaïdjan occidental, qui sont en Iran. J'ai bien dit occidental, c'est au-dessus du lac d'Urmia. D'accord. Voilà, donc j'ai toujours gardé des affinités avec l'Orient, ce qui me donne pas autorité aujourd'hui pour en parler de façon plus savante, mais j'essaye, quand je regarde les choses, que je tente de les analyser, de ne pas sortir du pur jus de crâne, comme je parle des meilleurs experts que l'on voit ou qui sont dans les grandes écoles, qui ont des visions au fond très filtrées. Ils ont un prisme de lecture. Il leur manque peut-être, que n'ont pas forcément d'ailleurs non plus, à part quelques grandes exceptions chez les journalistes, ils vont dans des grands hôtels, ils ont des voitures, ils ont ce qu'ils appellent maintenant bêtement des fixeurs. On avait un joli nom autrefois qui venait de l'arabe. On avait des drogman. D'accord. Et drogman, c'était les fixeurs d'aujourd'hui. C'est ceux qui faisaient tout pour vous. Et ça donnait un mot français que vous utilisez souvent. D'accord. Oui, truchement. Ah. Truchement vient de drogman. D'accord. Voilà. Bon, si vous avez une question particulière, donc l'Orient, j'ai été attaché à l'Orient. Plus tard, j'étais au ministère de la Santé pendant une dizaine d'années dans des fonctions horizontales, et on m'avait sorti pour aller faire une mission sur le développement de la santé en Tunisie centrale, par exemple. D'accord. Où j'ai fait un long séjour.
Et voilà, donc je me suis... Et c'est à cette période où vous avez commencé à... Pardon ? C'est à cette période que vous avez commencé à écrire, parce que vous avez quand même plusieurs ouvrages à votre actif. Je n'ai pas écrit d'ouvrage, j'ai attendu de prendre ma retraite pour écrire véritablement. Mais j'écrivais des articles, un peu partout, à droite, à gauche, sur les questions de développement. D'accord. Je suis allé en Afrique, avant l'entrée au ministère de la Santé, j'étais allé en Afrique m'occuper de questions de développement agricole dans un pays anglophone, au Libéria très exactement. Et donc j'ai aussi une toute petite expérience africaine. Plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai été, après avoir quitté, donc du ministère de la Santé, je suis passé dans les services du Premier ministre, qu'on appelle le secrétariat général du gouvernement, donc Matignon, si vous préférez. C'est un gros ministère où je me suis occupé de francophonie, de langue française, et puis les changements de gouvernement se succédant, j'ai été placardisé, et à la fin des fins, mes fonctions m'ont quitté. D'accord. Mes fonctions m'ont quitté, et je me suis retrouvé plus ou moins grand reporter au Figaro Magazine. Mais à cette époque-là, je me suis beaucoup occupé du Soudan. D'accord. Donc c'est toujours le monde arabe. Je voyageais au Sud-Soudan avant l'indépendance. Mais je préfère le monde arabe pur. Quand mes premiers voyages, ça remonte à 65, en fait. J'étais presque parti comme tout le monde à l'époque, tous les gens de ma génération, pour aller à Katmandou. Mais je me suis arrêté en Turquie parce que j'ai trouvé une société très... pas du tout brutale, dangereuse par certains côtés, bien sûr, mais qui ressemblait à la société du XVIIe siècle français. D'accord. Des valeurs, un côté entier, un côté fort aussi qu'on ne trouvait plus tout à fait chez nous. Donc 65, mon premier voyage en Orient, et puis après il y a eu donc les voyages qui sont enchaînés. Et voilà, vous avez à peu près un parcours pas tout à fait complet, mais presque. Et grand reporter au Figaro Magazine pendant combien de temps ? Pendant quelques années, mais je n'ose vous le dire, mais ma tête ne leur revenait pas. D'accord. Parce que j'étais... nos sociétés sont extraordinairement conformistes. Il faut être dans la ligne, il ne faut pas avoir une pensée ni critique, ni originale. En fait, il ne faut pas penser de trop. Penser est soit un crime contre la pensée, orwellien, soit un péché contre je ne sais quoi, pas contre l'esprit, mais... Comme je l'ai dit dans la biographie officielle de ce qu'on a sur Wikipédia, il y a un moment où, dans votre biographie, il y a donc un début de descente aux enfers et de jugement sur la pensée complotiste, d'être dans des réseaux qui vont considérer d'extrême droite, ils vont parler d'égalité et réconciliation, même de vos travaux, de vos positionnements politiques. Est-ce qu'il y a une date précise qui vous vient en tête, un élément déclencheur qui pourrait représenter cette désignation par finalement le pouvoir quelque part comme vous savez, c'est comme vous allez dans un café, vous regardez les machines, les percolateurs qui font monter, ça remonte au fil du temps, et puis ça se cristallise, ça se concrétise. En fonction, c'est vrai que je ne suis pas très politiquement correct. Si on veut sataniser quelqu'un, il y a le grand Satan qui s'appelle Alain Soral. Et c'est vrai que j'avais une émission du temps où ça existait, sur ERFM, Égalité et Réconciliation, la radio. Mais ils étaient bien, eux-mêmes se méfiaient un peu de moi, parce que j'étais bien étiqueté, invité, pas plus, pas moins. Ceci dit, j'ai toujours été très bien accueilli par les jeunes camarades. Camarade n'est pas un mot communiste, c'est un mot... Je vous en donne l'étymologie parce que pour payer mes études, j'avais commencé à enseigner
Et à l'époque, il y avait l'enseignement technique, où il y avait véritablement un enseignement de culture générale. Voilà. Et donc j'ai gardé un côté pédago. Alors le mot camarade a été rapporté par les armées napoléoniennes de ces guerres désastreuses, qui était une guerre de religion, aussi bien puisque Napoléon apportait la République à travers l'Europe, la guerre d'Espagne. Et le mot camarade désignait un rapport hiérarchique dans les armées espagnoles. D'accord. Donc c'est un mot espagnol, camarade. Vous avez déjà appris 2 choses. Drogman, truchement, camarade, guerre d'Espagne, qui était une guerre atroce. Je vous renvoie aux illustrations de Goya, les désastres de la guerre. Vous verrez, on n'était pas tant des 2 côtés. Hein. C'est pour ça que quand on pleurniche aujourd'hui sur les exactions des uns ou des autres, les hommes étaient des durs. Hein. C'était pas des mollassons. Hein. Ouais. C'était pas des tafioles. Pardon pour le mot. Non, il faut le dire. Donc, il y a eu cette collaboration sur ERFM. Finalement, on pourrait dire que c'est à partir de là oui, où il y a donc eu aussi, on vous étiquette, paf. Et aussi peut-être plus d'exposition de votre part, plus de production ensuite. C'est peut-être à partir de j'ai pris ma retraite de façon anticipée à l'âge de 60 ans et je me suis mis à écrire. J'étais libre. J'étais libre aussi, non pas avec le revenu de ma retraite qui est, je le dis, dérisoire. Je viens de découvrir que ma retraite n'a pas bougé depuis 18 ans. Donc, alors, c'est pas indexé sur l'inflation. Alors, je me souviens d'un banquier qui me disait « Mais comment faites-vous » Je dis je fais pas, je faiblis, je m'en sors pas, on peut pas s'en sortir. Bon, sauf à être très frugal, et j'ai cette chance d'être particulièrement frugal. Enfin, gourmand aussi, quand même, un peu. Et donc, je me suis mis à écrire. Le grand lancement, ça a été... J'avais publié autrefois 2 recueils d'aphorismes. J'en avais en réserve, d'ailleurs. J'ai beaucoup les aphorismes, qui ont eu un certain succès, mais qui n'ont jamais passé le barrage de la censure des rédactions. Il y avait un écrivain qui était connu... de centre-gauche droitière, il s'appelait Gilbert Comte, ça vous dit rien, un historien de la colonisation africaine, et il avait fait un papier qu'il avait envoyé, puisqu'il avait ses entrées au Figaro, au rédacteur en chef, qui est aujourd'hui à l'Académie française d'ailleurs. Le rédacteur en chef avait repoussé, Vernachet n'était pas connu, donc... Vous savez, il y a des étouffoirs prodigieux. Hein. Les enceintes de confinement ne se trouvent pas uniquement dans les centrales nucléaires. Hein. On a des chapes de plomb, d'acier, de béton au-dessus de la tête. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça explique en grande partie le naufrage de nos sociétés. Puisque, non pas, je ne vais pas me placer parmi les éléments qui ont été... mais je suis objectivement satanisé. Donc ça veut dire que mes écrits déplaisent. C'est sur quelle thématique, les aphorismes ? Des aphorismes tout court. Je vous en donne un, tout bêtement. Je disais que l'action est à l'amitié ce que les enfants sont au mariage. Parce que je croyais encore à l'amitié. L'amitié, ça existait avant. On avait des amis sur 40, 50 ans... Je pense que ça existe encore aujourd'hui. On parlait de confiance avant de commencer l'entretien. Je l'espère, je le souhaite. Mais Foucault, Michel, l'homme de la French Theory, avait dit l'homosexualité a commencé à se développer le jour où l'amitié a disparu. Ça, c'est pas un aphorisme, c'est un constat de Michel Foucault. D'accord. Et qui est mort du sida, hein, même si à l'époque on l'a nié. Ouais. D'ailleurs, on a eu là une grande publicité de la French Theory grâce aux réseaux sociaux. On a un compte qui écrit avec l'intelligence artificielle, qui a écrit un long texte pour s'excuser au nom de tous les Français. Oui, j'ai vu ça. Voilà, ouais. Quelqu'un qui s'appelle Rivel, mais qui a été donc vu et détecté par Elon Musk et par d'autres. Donc c'est quelqu'un qui est devenu une sorte de star des réseaux en écrivant un grand papier
pour expliquer à quel point la French Theory était une horreur absolue et qu'il s'excusait. Alors, je vais devenir une grande star des médias grâce à notre entretien de ce jour. C'est ce qu'on espère. Je l'espère aussi. Et donc, il y a eu d'abord des recueils d'aphorismes. Est-ce qu'il y a eu très rapidement un sujet de prédilection, une spécialité pour les ouvrages ? Ah oui. J'ai eu un ouvrage de commande qui n'a pas été publié sous mon nom, mais l'auteur qui a signé le livre a tenu à me remercier. Alors je précise que je ne l'ai jamais rencontré, jamais. Mais qui tenait mon travail en très haute estime. D'accord. L'éditeur également, qui un jour m'a téléphoné. J'ai jamais vu un éditeur, un grand éditeur, plus important que Flammarion aujourd'hui, 300 ouvrages par an. C'était ce grand homme de grand éditeur, de grand commerçant et de grand éditeur au sens classique, qui était Jean-Paul Bertrand, le patron de Rocher, qui me téléphone en disant « Mais monsieur, vous avez écrit un livre fondateur ». Et ce livre fondateur s'intitulait « L'islam révolutionnaire ». Ah. Alors, il a été... il y avait à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le Virgin Megastore. Oui. Et il y avait une pile de mes livres, de mon livre, pardon, du livre de l'auteur. Parce que finalement, c'était un travail de nègre. C'est-à-dire que vous avez... Appelez ça comme vous voudrez. Non, mais parce que mon nom était sur la couverture. Ah, le nom était sur la couverture, je pensais que c'était... Non, pas pur nègre, mais l'auteur lui-même... Alors, est-ce que c'est ce que l'on voit là à l'écran, là, celui-là, l'islam ? Oui, c'est le livre maudit par excellence. Le lendemain matin, la pile avait disparu. Et par contre, on trouve le 3e siècle ou le 2e siècle de Simone de Beauvoir, dont on découvre aujourd'hui les dessous un peu malpropres de l'existence. Enfin, on le savait à l'époque. Hein. Et donc, le livre a disparu. L'éditeur a reçu une convocation c'est pas un service, à la brigade des libertés publiques. D'accord. Oui, c'est la censure, quoi. Ouais, mais pour quelle raison ? Qu'est-ce qui était contenu dans le livre ? Eh ben, parce que j'essayais de comprendre, enfin, je donnais la parole à quelqu'un qui avait eu un parcours, vous avez vu le nom, le titre, terroriste. Et moi, j'avais écrit dans un très court préambule, j'avais dit, mais les grands criminels, je n'avais pas dit les grands criminels, mais quand quelqu'un sort véritablement sort des rangs, hein, le mouton noir, et ben, on l'appelle à la barre des témoins. On lui donne la parole pour essayer de comprendre. Non, mais il ne fallait pas essayer de comprendre, mais c'est toujours actuel. Il ne faut surtout pas essayer de comprendre quels sont les mécanismes, ce qui se passe par en dessous. Il y a quand même, je parlais de chape de plomb tout à l'heure, extravagante, il ne fallait pas lui donner la parole. D'accord. Alors, j'ai été convoqué, moi aussi. Les policiers, je tiens à leur rendre hommage, ont été extrêmement honnêtes. Ma sortie, on avait délégué un magistrat pour décortiquer le livre. Il y avait 4 pages. Je parcours, je dis, mais c'est ridicule. Hein. Parce qu'on prend 3 mots ici, 4 mots là, apologie du terrorisme. Alors j'ai découvert que je risquais, à l'époque, ça a augmenté, hein, maintenant ça doit être 7, je risquais déjà 5 ans de prison. D'accord. Et puis ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là parce que de toute façon tout ça était tellement grotesque. Le dénommé Carlos, qui est toujours en prison en France, qui est un vieux prisonnier, qui est un petit peu plus jeune que moi d'ailleurs, s'est converti 2 fois à l'islam. C'est intéressant. Et il avait été converti au Liban, je crois. Il avait été converti par les Moudjahidines Reralk. Ça vous dit rien. Les Moudjahidines du peuple d'Iran. Et les Moudjahidines du peuple d'Iran, c'est certainement ceux qui indiquent les positions des différentes personnalités à abattre avec des frappes missilières quelconques. Ce sont des gens redoutables. Ce sont des islamo-marxistes. D'accord, c'est un concept. Oui, vous découvrez Mais on est là pour ça, pour vous faire découvrir ensemble les islamo-marxistes qui ont commencé par accompagner la révolution iranienne. Et au bout de 2 ans, ça s'est très mal passé, le divorce a été accompli. Mais c'était de vrais terroristes.
Pendant longtemps, les États-Unis ou l'Europe les avaient inscrits sur la liste des maudits jusqu'aux années, au début des années 2000, quand ils ont compris qu'ils pouvaient s'en servir. Ce sont les Moudjahidine Rérales qui ont publié, diffusé, fourni les premières images des centres de recherche nucléaire iraniens. D'accord. Qu'ils avaient dû acheter sur le marché libre. Du coup, la machine s'est mise en route à partir, je crois, de 2003, au moment même où, vous voyez, on est déjà dans le sujet d'actualité, où Ali Khamenei, le juste défunt guide suprême, avait émis un oukaz, c'est un mot russe, hein, une fatwa interdisant, parce que haram, interdit moral profond, le ralouf, et l'infâme ralouf est totalement haram. Vous avez compris ce qu'est l'infâme ralouf? C'est le cochon, le ralouf, non? Oui, ben, bien sûr, voilà. Donc, pour vous dire à quel point le haram, c'est haram. Et c'est le contraire du halal. Et avait mis... donc, tout le monde sait, tout le monde savait qu'il n'y avait pas de programme nucléaire offensif iranien, ce qui avait été confirmé par le Mossad en 2012-2013. 2012. Mais personne n'a écouté le Mossad. Par contre, les Iraniens avaient, à juste titre, peur du programme balistique. Donc quand on parlait du nucléaire, en fait, ce qui était visé, c'était le programme balistique. Ça, ils ont toujours eu conscience que... qu'il y avait une vraie capacité iranienne. Oui, alors en nous disant que les missiles intercontinentaux iraniens étaient capables d'aller frapper la côte des États-Unis ou l'Europe, enfin c'est du grand n'importe quoi. Là, ils ne sont pas arrivés jusqu'à Diego Garcia, ça fait 4000 km. Non. Israël avait peur pour ses miches, à juste titre. Mais bon, quand on piétine la queue du dragon, il ne faut pas s'étonner que le dragon se retourne contre vous et n'essaye de vous mordre. Ça me permet d'avoir une bonne transition avec le sujet principal. Là, on est au cœur de l'actualité. À l'heure où on enregistre, on est en pleine négociation, peut-être ultime, si on écoute Trump, des négociations qui se passent bien entre les Iraniens et les Américains. Les Israéliens voient ça comme une défaite de Trump, ou en tout cas, ils semblent mal prendre le fait que Trump essaie de négocier dans des conditions particulières, un conflit qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, qui a coûté très cher aux États-Unis. L'Iran n'est pas tombé. Comme là, on a un historique assez long pour un conflit, c'est-à-dire 3 mois. Quelle est votre réaction face à la situation actuelle? C'est pas 3 mois, c'est 40 ans. Pour le conflit, parce qu'on appelle depuis l'opération Epic Fury, mais c'est vrai que c'est un conflit... L'accord est une vaste fumisterie, une vaste plaisanterie, mais il fallait s'en sortir. Soit Trump fonçait dans le tas, et tout le monde lui a dit, tous les militaires ne sont pas des idiots, il dit, mais que voulez-vous faire? Occuper les côtes d'Ormuz, du détroit d'Ormuz, ce sont des falaises à pic, il faudrait aller jusqu'à 80 km à l'intérieur des terres pour sécuriser, sur une bande d'au moins 100 km, mais ce n'est pas les 20 000 hommes ou 25 000 hommes dont les États-Unis disposent sur là qui peuvent faire ça, c'était 400 000 hommes. On va perdre des hommes, on va perdre des appareils, c'est peut-être tel ou tel bâtiment c'est un navire, de guerre sera touché, atteint, voire coulé. Tout ça est absurde. Trump a été coincé entre une négociation dans l'impasse et une guerre impossible. Il fallait qu'il s'en sorte. Donc le plus urgent, c'était de reporter des choses à plus tard. Croyez-moi, si je me trompe, écoutez, mea culpa, mea maxima culpa, ça va repartir dans 6 mois. Mais là, il y a je ne sais quoi, il y a je ne sais quelle coupe de football, non, aux États-Unis. Une coupe de football. Non, c'est pas de football. Moi, je suis spécialisé dans les sports de combat. Je sais qu'il va y avoir le combat à l'UFC de la Maison Blanche, mais oui, la Maison Blanche, c'est le sport de combat tous les jours. Il y a eu encore un type qui s'est fait flinguer. Vous avez vu ça? Non. Ah non, il y a eu une attaque sur la Maison Blanche. Le type a été tué. D'accord. Oui, il y a 24 heures là. D'accord. Ça a tiraillé un peu, pim poum paf.
Il y a des suicidaires, hein, comme ça. En général, moi j'ai une théorie, mais c'est une théorie, vous avez raison, Wikipédia a raison, totalement conspirationniste. Je pense qu'on repère des individus psychiquement un peu déséquilibrés, un peu énervés aussi, et on leur fait une bonne séance d'hypnose. Allez, vas-y. Ou de conviction, on le drogue, on les achète pas, ils vont mourir, donc pas besoin d'être achetés. Et puis on les envoie au casse-pipe. Mais ça, c'est une indication sur la situation profonde des États-Unis, sur les cassures, sur les fissures. Hein. Comment ça craque de toutes parts.